arrêtés vendredi nuit et samedi après-midi, Fonike Mange Ibrahima Diallo et Saïkou Yaya Bari ont été entendus lundi après-midi par un juge d'instruction au tribunal de première instance de Dizine. Alors justement, on parlait de ces détenus. Nous étions avec nos chers invités Firmet Kouagbo, Jérôme Sossou et Eric Johnson. C'est ce dernier qui avait la parole. Alors, j'expliquais donc aujourd'hui, les populations guinéennes ont compris qu'en réalité, Mamadou Doumbouya et sa clique, je veux parler de la junte au pouvoir en Guinée, ne sont pas là pour libérer de très tôt le pouvoir. Les mêmes méthodes utilisées par tous les anciens présidents, Alpha Condé, Lassana Conté, Dadis Camara et tout ça, c'est les mêmes méthodes que cette junte-là est en train d'utiliser, de pratiquer. Et c'est ça qui fait peur aux Guinéens. Les Guinéens, vous vous rappelez très bien l'arrivée de Doumbouya. Tout le monde était sorti pour applaudir cette junte. Mais aujourd'hui, s'il y a une manifestation au point où la junte soit obligée d'utiliser les armes réelles, parce que ce ne sont pas seulement les gaz lacrymogènes, les balles en caoutchouc qui ont tué ces Guinéens-là, mais c'est de balles réelles. Et la manière dont les gens ont été arrêtés, nuitamment, dans leur sommeil profond, autour de 2 heures, 3 heures du matin, les 3 leaders, les 2 leaders du Front National et l'ex-secrétaire exécutif du FPR, mais il y a également 9 jeunes qui ont été arrêtés par cette junte-là. Alors, on leur reproche d'avoir organisé ces manifestations-là qui ont causé des morts et les pillages et tout ça qui s'en sont suivis. Mais dans quel genre de manifestation de ce type-là où l'armée sort les armes sur la population et il n'y a pas de dégâts collatéraux? Aujourd'hui, les Guinéens sont en train de lancer un message très fort à Doumbouya qu'il faut qu'il lâche le pouvoir. Je crois que s'il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, malgré la présence de la CEDEAO qui a demandé aux gens d'arrêter les manifestations, très rapidement dans la soirée du vendredi, on a dit, ok, plus de manifestations, parce que la CEDEAO nous a demandé d'aller aux discussions. Les discussions n'ont même pas encore commencé, mais on pense que les gens sont de trop et qu'il faut les faire taire, justement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tout est clair pour tout le monde, que cette junte-là, franchement, doit lâcher le pouvoir pour donner place à une nouvelle vie en Guinée. Quand on condamne les gens à 500 000 francs guinéens, d'amende et 6 mois de prison avec sursis, et on les garde encore en prison, je pense que ce n'est pas du tout très bien pour ce pays-là. Alors, Jérôme, le Front a donné jusqu'au 15 pour que la junte militaire au pouvoir puisse discuter avec tous les partis politiques, les acteurs de la société civile pour une transition apaisée. Mais à l'allure où vont les choses, on craint le pire d'ici le 15. Oui, la tension monte d'un cran déjà dans le pays. Et vous connaissez le Front, parce que le Front avait déjà averti Doumbouya. C'est vrai que le Front était très content, mais en même temps, il avait averti Doumbouya, s'il ne faisait pas bien, qu'il va le retrouver sur son chemin. C'est ce qui est en train de se produire. Et donc, moi, je crois que
il ne faudrait pas que la CEDEAO soit hypocrite dans cette histoire, comme elle a l'habitude de le faire ailleurs et surtout au Togo. Et donc, moi, je le dis, il va falloir réellement que Doumbouya comprenne la chose. Il avait donné l'impression qu'il est venu, c'est pour remettre la gouvernance sur les rails, parce que pour lui, Alpha Condé faisait mal, ne faisait pas bien les choses. Maintenant, si toi, tu es venu pour, en tout cas, remettre les choses sur les rails, comme tu le souhaites, ou comme le peuple le souhaitait, il faudrait le faire. Si maintenant, le militaire est venu, c'est pour arrêter des gens parce qu'ils manifestent, alors qu'en réalité, la CEDEAO demande à ce qu'on sursoive la manifestation. Et les gens ont accepté aussi. Les gens ont accepté de le faire. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les militaires vont encore essayer d'arrêter les gens. Je crois que la tension est déjà là. La tension est déjà là. Et la société civile est montée au créneau. Les syndicats sont montés au créneau. Il y a les partis politiques également qui sont montés au créneau. Cela veut dire qu'en vérité, si Doumbouya ne fait pas recul, il va incendier le pays. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Ça serait vraiment mal vu si on est venu pour arranger les choses. Maintenant, pour mettre plus de feu, je ne pense pas que ça ferait de bonnes images pour Doumbouya et sa clique qui l'entoure. C'est pour ça qu'il est véritablement fondamental qu'il réfléchisse d'une autre manière, fasse un recul, donner la liberté aux gens de manifester. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette phobie? Parce que, comme je l'ai dit, ce front a une capacité de mobilisation, on l'avait vu. C'est de bonnes guerres, parce que le front a déjà averti que si Doumbouya, d'aventure, ne faisait pas bien, il va le retrouver sur son chemin. C'est ce qui est en train de se faire voir en Guinée. Donc, moi, je ne trouve pas d'inquiétude, d'inconvénient pour ce que le front est en train de faire. Alpha Condé l'avait fait, le front s'est mis devant lui. Si aujourd'hui Doumbouya le fait voulait faire comme Alpha Condé, ou pire comme Alpha Condé, mais il va rencontrer ce garçon devant lui. C'est ce qui est en train de se produire en Guinée. L'essentiel pour lui, c'est de revenir en arrière et de revoir les choses autrement pour donner la liberté à tout le monde. Je pense que Doumbouya doit comprendre une chose. Le même peuple qui t'a applaudi à ton arrivée, c'est aujourd'hui le même peuple qui te demande de mieux faire les choses, tout simplement. Pour l'heure, on ne lui demande pas encore de quitter le pouvoir. On lui demande tout simplement de mieux gérer la transition, qu'il y ait une durée déterminée pour pouvoir organiser les élections générales. Je crois que il est en train de pousser plutôt aujourd'hui le peuple à demander carrément sa démission. Et ce ne sera pas de bon augure. Il faut voir un peu cette mentalité guinéenne. Nous sommes d'accord que ça ne va pas. Nous te soutenons dans ce que tu nous apportes, mais à un moment donné, nous pensons que tu en es de trop. Et je crois que Doumbouya, le message est clair. Il est guinéen, il doit comprendre mieux ce message. On va chuter avec vous, Firmin Tekouagbo, sur la Guinée-Conakry. Vous voulez ajouter? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Aujourd'hui, la question que je me pose est très simple. Doumbouya, il a fait sauter ou il a fait partir Alpha Condé du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il gouvernait mal, parce qu'il y avait la corruption, parce qu'on tuait, parce qu'on emprisonnait. Donc il est venu, il replaque exactement ce que Alpha Condé faisait. Donc il s'attend à ce que les mêmes personnes qui ont eu à critiquer Alpha Condé, le critiquent aussi, ces moments-ci et là, dans les jours à venir. Et aussi, qu'il n'oublie pas ce qui est arrivé à Dadis Camara. Dadis Camara aussi était arrivé, à un moment donné, il disait qu'il allait quitter le pouvoir.
Il a dit il va quitter le pouvoir, il va remettre le pouvoir à un civil. Alors, des mois après, il a dit que non, son conseiller principal, c'était sa fille, ou son fils qui venait d'avoir sa fille qui venait d'avoir le bac. Et après, il s'insurgeait contre les diplomates occidentaux, et on a vu ce qu'on a fait de lui. Donc, et dans l'armée, c'est dans l'armée qu'on a pioché, on a pu piocher quelque chose. C'était Toumba Diakité qui avait tiré sur lui. Et on a vu comment il a quitté le pouvoir. Direction, et il est revenu avec la Bible et le Coran. Voilà. Il est devenu pasteur. Et de pasteur et imam. C'est ça là, c'est le charme de l'Afrique. Donc vous imaginez qui n'oublie pas cela. Donc qui n'oublie pas cela. La Guinée ne lui appartient pas. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Il n'est pas le propriétaire de la Guinée. Il est venu, il a fait son temps, qu'il remette le pouvoir au civil ou dans les tout prochains mois, qu'il fasse un effort pour organiser les élections et puis qu'il remette le pouvoir. Sinon, à cette allure, ce qui est la même chose qui est arrivé à Dadis Camara, c'est la même chose qui va lui être plaquée. Ni moins, ni plus. Et puis qu'il oublie, c'est-à-dire, il y a un souci. C'est-à-dire, quand les gens voient, ou les militaires, ou les policiers voient quelqu'un au pouvoir, ils croient que c'est tellement facile de diriger. Et ils croient que les contestations, c'est facilement gérable. Donc, quand ils arrivent au pouvoir, c'est là où ils montrent toute leur hostilité aux envies de manifester. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à supporter que les gens soient contre lui. C'est ça, en fait, le problème. Avec la culture du chef, un militaire qui donne l'ordre, et puis les gens n'exécutent pas, les gens sont contre lui. Ils n'arrivent pas à supporter ça. Qu'ils sachent que le pouvoir, c'est comme ça. Eric Johnson a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit, le même peuple qui l'a applaudi entre-temps, c'est le même peuple qui lui dit, monsieur, on ne veut plus de vous. Qui se rappelle? Et je pense qu'un jour, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il est une fois entré dans une église. Et je vais lui dire, dans cette église, on sacralise Jésus-Christ. Qui aille dans la Bible, qui trouve ce passage. Quand Jésus faisait son entrée à Jérusalem, des gens l'avaient applaudi et lui avaient déroulé le tapis rouge. Et au soir de sa vie, quand il a été cloué, ces mêmes personnes qui l'avaient applaudi, ou avant qu'il soit cloué, ces mêmes personnes qui l'avaient applaudi, c'était ces mêmes personnes qui avaient dit, crucifiez-le. Le pouvoir, c'est ainsi. Doumbouya doit le comprendre. Et non, je voudrais rapidement dire deux mots. En réalité, ce qui se passe en Afrique généralement, c'est que nous idéalisons très vite nos dirigeants. C'est ce qui s'est passé en Guinée. On a cru en Doumbouya et malheureusement, l'homme est en train de montrer son vrai visage. Et contrairement à Dadis Camara, ce qui s'est passé, c'est que Doumbouya a compris la leçon. Il faut voir comment ces lieux d'habitation sont sécurisés. C'est au top. C'est-à-dire que vous vous rappelez que c'est Alpha Condé qui a créé cette unité et a doté cette unité des meilleures armes que la Guinée a. Et donc aujourd'hui, c'est avec ces armes-là que Doumbouya est en train de se barricader quelque part avec son pouvoir. Et donc, ça ne va pas, justement. De toutes les façons, on peut avoir un autre camarade ou Diakité qui peut aussi sortir du lot pour faire la même chose. Mais attention, ce ne sera pas facile. Ce qui est sûr, le peuple guinéen va décider. Allez, on file en République démocratique du Congo. Ce pays a décidé, c'était mardi soir, de réévaluer l'accord sur le retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, sur fond de manifestations contre la mission dans l'est du pays, a annoncé le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Quelques 36 personnes ont été tuées, dont 3 membres de la MONUSCO et environ 170 autres ont été blessés au cours de ces manifestations. Le gouvernement donc congolais va convoquer une réunion avec la MONUSCO. Alors, Eric Johnson, qu'est-ce qui sera dit concrètement? Le plan de sortie, il s'inscrit comment? Le plan de sortie, vous savez que, oui, de toutes les façons, chaque mission a une durée déterminée. Et donc, quand la mission arrive à sa fin, et ça c'est décidé au plus haut niveau,
et surtout en ce qui concerne la MONUSCO, qui est une mission onusienne, sera décidée au niveau de l'ONU. Vous savez, le plan le plan de retrait de la MONUSCO, je crois que aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, puisque la question n'est pas encore à ce niveau, avec tout ce qui s'est passé, des morts et tout ça, des violences et un peu partout, et ça va être accéléré. Et ça, c'est ce que demande plutôt Étienne Tshisekedi. Il faut... Félix Tshisekedi, pardon. Étienne, c'est le papa. Félix Tshisekedi. Et donc, c'est par rapport à tout ça. Logiquement, la mission devrait être reconduite. C'est ce qu'on avait appris il y a quelques mois. Mais au vu des situations de crise dans le pays, on connaît très bien la mission de la MONUSCO, c'est la protection civile et la consolidation de la paix en RDC. On parle de consolidation de la paix. Aujourd'hui, on voit que la MONUSCO est face à comment je peux exprimer, pas un problème, mais à un rejet, tout simplement, de la population congolaise. Or, cette MONUSCO, à son arrivée, a effectivement joué son rôle au point où certaines milices ont dû rebousser chemin et ça a fait qu'il y a eu en quelque temps une certaine accalmie dans le pays. Aujourd'hui, on a comme l'impression que la MONUSCO fait beaucoup plus mal à la population congolaise que cela ne devrait être, puisque elle participe désormais à la tuerie. Parce que quand vous utilisez des armes, alors qu'on parle de casques bleus des Nations Unies, les casques bleus n'ont pas droit de tirer sur des populations civiles, quelle que soit la situation. Elle est là pour protéger les situations, les sociétés civiles. Malheureusement, on constate que au sein de la MONUSCO, il y a des tirs à balles réelles qui sortent et qui, malheureusement, fauchent des Congolais. Et donc, aujourd'hui, le pouvoir congolais est en train de réfléchir. Parce que quand on parle de réévaluation, tout le monde dit que ça va aller très vite. Très vite, mais attention, parce que quand la MONUSCO va partir, quelle sera la situation sur le terrain? Comment protéger alors les populations civiles face à ces multiples milices qui existent en RDC, surtout à l'est de ce pays-là? Comment protéger la population? Là, il faut que le pouvoir congolais donne une réponse avant de fixer une date réelle de retrait de la MONUSCO. C'est très important. Alors, Jérôme, c'est finalement un travail tous azimuts du gouvernement congolais. D'ailleurs, le président Félix Antoine Tshisekedi, sa réaction a été tardive dans cette affaire. Oui, sa réaction a été tardive, mais il faut se rappeler que déjà en septembre de l'année passée, il y avait déjà un accord ou une signature entre la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et le Premier ministre Jean-Michel sur le plan de sortie de la MONUSCO, de la RDC. Et ce qui a été dit est que graduellement, jusqu'en 2024, la MONUSCO serait retirée complètement de la RDC. Maintenant, avec cette manifestation au nord de Kivu, dont la population n'est plus satisfaite de comment appelle-t-on, de la présence de la MONUSCO, ce qui fait que
avec justement les morts, les 36 morts dont on parle, c'est ce qui énerve plus la population et qui fait réagir maintenant le président Tshisekedi. C'est vrai que sa réaction a été un peu tardive par rapport à la réclamation faite par la population, mais je crois que c'est un processus. Eric vient de le dire, il ne faudrait pas qu'on se précipite parce que si vous demandez à cette force-là de partir alors que le pays est miné des rébellions, de plusieurs rébellions, quelle est cette force-là avec laquelle on va remplacer, enfin, quelle est cette force-là qui va remplacer automatiquement la MINUSCO dont on demande de partir, dont on n'est plus satisfait de la présence. Et donc c'est pour ça que il va falloir que le président Tshisekedi réfléchisse sur la formule. Oui, mais sur la formule et étudie minutieusement ce qu'il faudrait faire pour réévaluer justement le plan de retrait de la MINUSCO. Sinon, il y a un adage qui dit chez nous, on vend le voleur pour s'acheter le sorcier. Oui, donc pour ce faire, il va falloir que la population aussi prenne patience pour que le président étudie minutieusement avec le gouvernement. Justement, il a donné des instructions au gouvernement, assure, mais moi j'ai un peu peur parce que c'est vrai que parfois la population prend en otage les gouvernants. Et donc, si on n'étudie pas minutieusement le plan de sortie de la MINUSCO, ça va être peut-être fatal plus tard. Donc, c'est pour ça que, bon, il faut aller avec beaucoup de précision dans cette histoire pour quand même garantir la protection plus tard de cette population-là. Alors, Philbert Tekouagbo, le gouvernement congolais est en face d'un dilemme. Est-ce qu'il a la capacité aujourd'hui pour pouvoir contrôler le pays? Quand on voit tout ce qui se passe avec les menaces des différentes rébellions, surtout le M23 aujourd'hui, un départ probable de la MINUSCO. Comment ce gouvernement va le gérer? Vous voyez un pays africain maîtriser sa sécurité? Ça n'existe pas. Alors que c'est un grand pays qui a beaucoup de ressources. La RDC, le président Tshisekedi n'a pas la capacité de pouvoir assurer la sécurité de ses concitoyens. Vous savez, moi, je m'interdis de faire une analyse intellectuelle. Vous permettez que je fasse une analyse brute et brutale. Brut et brutal dans la mesure où, vous savez, quand les Nations Unies se déplacent dans un pays avec leur mission, là, au MONUSCO, MINUSCA, MINUSI, tout ça là, c'est pour aller... ONUSI, c'est pour... MINUSMA, c'est pour des intérêts particuliers. Beaucoup de sigles. Beaucoup de sigles, c'est pour aller s'installer et exploiter des ressources. C'est pour des missions particulières, pas des missions officielles que nous avons. Donc, quand les Nations Unies, avec leurs différentes missions, s'en vont s'installer dans un pays, c'est pour exploiter des ressources. C'est pour des intérêts colossaux. Ce n'est pas pour la beauté des yeux des Africains. C'est pas pour que les Congolais ne pensent pas que la MINUSCA... Il y a eu des missions qui ont réussi. Oui, ça a réussi. Oui, ça a réussi. Même en Europe, il y a eu des missions. Non, je ne parle pas d'Europe. Je parle pas d'Europe. Moi, je parle d'ici, d'Afrique. Mais quand on vient ici, c'est pour des missions beaucoup plus colossales et qui n'ont rien à voir avec la vie des Africains. Finalement, des missions économiques. Des missions économiques. Si vous vous demandez comment l'ONU arrive à financer ces missions en Afrique, c'est à coût de milliards d'euros, milliards de dollars. Vous savez pourquoi souvent, ce sont les pays africains qui paient. Pas seulement. Pas seulement. Bon, pas seulement. Regardez, pourquoi la CEDEAO n'arrive pas à avoir une force militaire? C'est une question de moyens. C'est une question de budget colossaux. Est-ce que la CEDEAO même, elle est organisée? Elle est organisée. C'est ça même la question fondamentale. Elle est organisée. Elle n'est pas organisée. Donc, attendez. Donc, au niveau des Nations Unies, ces différentes missions-là viennent juste pour exploiter les ressources en Afrique. Sinon, depuis plus de 19 ans, 20 ans, que la MONUSCO est en RDC, et vous voyez combien de rébellions nous avons. C'est en 2010 que ça a été. Ça se multiplie. La rébellion se multiplie d'ailleurs. En 2010. Ça fait déjà 12 ans. Ça fait 12 ans que cette mission est là.
Vous voyez combien de Congolais ont été tués, combien de rebelles ont été tués, combien de milices ont été créées. Vous voyez la guerre qu'il y a toujours entre le président rwandais et le président congolais. Alors que les Nations Unies sont là. Et les présidents congolais. Et Eric Johnson a bien fait de rappeler sa principale mission, la protection des civils et la préservation de la paix. Les Nations Unies sont en RDC. Il n'y a eu jamais la paix là-bas. Et il n'y a eu jamais eu la paix. Et aucun civil n'a une fois été protégé là-bas. Au contraire, ce qui est dramatique, c'est cette mission-là même qui commence par tuer les Congolais, farouchement. Des dizaines de morts. Elle est fatiguée. Mais vous voulez que je mène quel raisonnement intellectuel? Mais c'est une mission qui est beaucoup plus brutale. Elle est venue pour d'autres intérêts, pas pour assurer la sécurité ou la protection des Congolais. Alors que la mission n'a pas, si la mission n'a pas, Jérôme Sessou l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas chasser un voleur et s'acheter un sorcier, n'est-ce pas? Mais dans cette mission-là, si elle part, où est-ce qui est en train d'arriver aux Maliens, la France est en train de partir à Bakan, regardez, les djihadistes n'ont jamais été aussi présents, proche de Bamako. Vous voyez, si cette mission-là, si Tshisekedi n'arrive pas à bien négocier... Ils sont même menaçants d'attaquer Bamako. Bamako, très bien. Si Tshisekedi n'arrive pas à bien négocier avec les Nations Unies, mais vous savez, mais la RDC va vivre une catastrophe. Et ça va impacter la présidentielle qui est en train d'arriver. Ouais. Or, il n'y a pas encore de paix entre le président rwandais et Tshisekedi. L'Est de la RDC n'est toujours pas contrôlé par Tshisekedi. Comment ils vont faire? Ils ont tellement de problèmes. Moi, ce que je voudrais dire, de façon très simple, très simpliste, que Tshisekedi trouve une belle formule avec le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, pour voir, c'est là où se trouve la solution. S'il veut jouer au grand disant je vous vire de ce pays, mais le pays va vivre une catastrophe extraordinaire. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve, chers invités, pour la suite.